La guerre en Ukraine dure depuis plus de 4 ans, et c'est le conflit le plus meurtrier pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ce ne sont pas seulement des vies humaines qui ont été perdues dans la bataille, ce sont aussi des machines. Plus précisément, des chars russes. Les chiffres sont stupéfiants, mais accompagnés d'un astérisque car les sources diffèrent. Les chiffres les plus fiables viennent d'Oryx, un projet de renseignement en sources ouvertes qui ne recense que les pertes vérifiées par photo ou vidéo. Ainsi, Oryx a confirmé qu'environ 4400 chars russes ont été détruits, endommagés, abandonnés ou capturés entre février 2022 et juin 2021. Mais malgré tout cela, la Russie a continué à produire des remplaçants et pourrait en réalité être sur le point d'avoir plus de chars en service actif qu'avant le début de sa soi-disant opération militaire spéciale, selon certaines sources. Cela devrait inquiéter Kiev. Pourtant, le secret inavoué de cette flotte grandissante, c'est que la Russie peut à peine l'utiliser. Parce que pendant que Moscou reconstruisait son mastodonte blindé, l'Ukraine a discrètement fait quelque chose de bien plus dévastateur que de détruire les chars un par un. L'Ukraine a changé le champ de bataille lui-même, et ce faisant, a transformé le char de combat principal, qui dominait la guerre terrestre depuis un siècle, en quelque chose qui s'apparente à un handicap. En comparaison, les pertes confirmées de chars de l'Ukraine s'élèvent à environ 1400, et Oryx lui-même suggère qu'il s'agit d'un minimum, pas d'un maximum, car encore une fois, il ne compte que les pertes qu'il peut vérifier avec une photo ou une vidéo. Le nombre réel de véhicules détruits pourrait largement dépasser les chiffres officiels. Un autre agrégateur suggère que ces comptes ne montrent que 50 à 70% des pertes réelles de chars russes, ce qui signifie que le nombre réel pourrait être plus élevé, probablement entre 6300 et 8800 chars. L'état-major général ukrainien, de son côté, avance des chiffres dépassant les 10 000. Ce chiffre, bien qu'il puisse refléter la réalité, vient d'un gouvernement ayant intérêt à exagérer les pertes ennemies. Considérez-le comme un maximum. Mais peu importe les chiffres que vous retenez, au minimum, la Russie a perdu l'équivalent de toute sa flotte de chars actifs d'avant-guerre, et probablement près du double. Selon l'Institut international d'études stratégiques, la Russie est entrée en guerre avec environ 3000 chars en service actif, et en avait probablement le triple en réserve. Et l'Institut a calculé que rien que pendant les 13 premiers mois de combat, entre février 2022 et mars 2023, la Russie a perdu près de 1900 de ses chars actifs. Plus de la moitié de la flotte opérationnelle avait disparu en un an. Aucune armée moderne n'a perdu autant de blindés aussi vite. Comment, après tout cela, la Russie peut-elle déployer plus de chars qu'au départ ? Eh bien, la réponse se trouve dans ces stocks dont nous avons parlé. La plupart des chars qui s'y trouvent ont été entreposés depuis l'époque de l'Union soviétique, où les anciens véhicules étaient simplement laissés sur place avec un entretien occasionnel. La ISS a affirmé qu'il pourrait y avoir 9000 chars en réserve, tandis que certains médias ont suggéré que le nombre pourrait bien atteindre 5 chiffres. Un chercheur OSINT, Jumpy, a utilisé des images satellites des parcs à chars pour compter un nombre plus modeste de 7342 chars. Et lorsque les pertes ont commencé à s'accumuler en 2023 et 2024, le Kremlin a eu un problème d'arithmétique simple. Certains experts affirment que la seule usine de Russie construisant réellement de nouveaux chars à partir de zéro, Ural Vagonzavod à Nijni Tagil, ne peut produire qu'environ 250 nouveaux chars T-90 modernes par an. L'usine d'Omsk peut fabriquer 150 autres T-80 BVM, une version modernisée d'un ancien modèle. Cela ne fait que 400 par an, face à des pertes qui atteignaient en moyenne au moins 85 par mois. La Russie a donc dû se tourner vers ces cimetières de milliers de vieux chars de l'Union soviétique. Aucun des soi-disant nouveaux chars arrivés au front n'était en réalité neuf. C'était une vieille coque soviétique, sortie des entrepôts, dépouillée, rééquipée avec de nouvelles optiques, des radios et un blindage réactif fixé sur les côtés, puis remise en service. Mais c'est là que cela devient presque absurde, et que l'industrie russe commence à frôler l'archéologie. Alors que la Russie traitait les candidats les plus faciles, elle a fini par atteindre les chars plus anciens dans les dépôts. Environ 1 millier de T-72A, datant du début des années 1970. Ces machines étaient si dégradées que leurs moteurs étaient jugés hors d'usage. Ainsi, en septembre 2024, un représentant de l'industrie a déclaré au comité de défense de la Douma d'État que l'industrie russe avait lancé un soi-disant nouveau programme de régénération, en réutilisant les anciens moteurs de ces chars de 45 tonnes, et en les reconstruisant avec de nouvelles pièces internes, redonnant vie à des moteurs jugés comme de la ferraille. Le hic,
c'est que ce programme ne devait produire qu'une centaine de moteurs fonctionnels, soit assez pour environ 10% de ces T-72A stockés. Ainsi, en décembre 2024, la Russie a redoublé d'efforts, l'usine de construction de machines de Kingisepp dans l'oblast de Leningrad ayant signé un contrat pour rénover un autre moteur, plus puissant, qui convient également au T-72A. La Russie, si déterminée à réutiliser des chars âgés de 50 ans, a lancé un vaste effort industriel pour restaurer des moteurs hors service, avec des composants neufs, un T-72. A des années 1970 pouvait être remis à niveau, pour ressembler à peu près à un T-72 B3M moderne, même s'il ne serait jamais aussi bien protégé. L'analyste Jompi Jompia a alors été convaincu que la Russie voulait restaurer presque toute sa flotte stockée, sauf ce qui était entièrement rouillé. Faisons les calculs sur les chars, l'élément central de cette histoire. Comme indiqué, la Russie a débuté avec environ 3000 chars actifs, et elle en a perdu environ 4400 confirmés jusqu'à environ 6000. La nouvelle production a ajouté peut-être 1600 chars répartis sur les deux modèles les plus modernes. Et le prélèvement dans les stocks aurait pu fournir environ 5000 coques récupérables, après avoir soustrait les quelques 2100 qui étaient soit trop rouillés pour être sauvés, soit appartenaient à l'ancienne famille des T-64. Quand on additionne tout cela, les forces terrestres russes pourraient déployer entre 3600 et 5200 chars, en se basant sur la limite inférieure des pertes. Ce chiffre supérieur est presque le double de la force de départ. Donc, sur le papier, la Russie a reconstruit sa force blindée et l'a rendue plus grande. Mais cette même force est aussi, de plus en plus, principalement composée de pièces de musée. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder exactement quel type de chars composant cette flotte, car tous les chars ne se valent pas. Et la gamme russe vous dit tout sur une armée qui remonte dans le temps pour garder ses formations complètes. Commençons maintenant par la bête de somme, le T-72. Sorti pour la première fois des chaînes soviétiques en 1972. Le T-72 a été conçu pour être bon marché, simple, robuste et produit par dizaines de milliers, l'équivalent blindé de l'AK-47. Et il est partout, étant le char le plus répandu des deux côtés de cette guerre, car l'Ukraine en a également hérité en très grand nombre. Les versions modernes de première ligne russe sont le T-72B3 et le T-72B3M amélioré, doté d'un meilleur système de conduite de tir et d'un blindage réactif. Mais le T-72 est aussi le char qui est devenu un mème mondial pour sa destruction catastrophique. D'après le comptage visuel confirmé par Oryx, la Russie a perdu environ 1800 T-72 plus que tout autre type de char. Ceci s'explique par la conception du char, sur laquelle nous reviendrons après avoir examiné les autres types. Le deuxième modèle est le T-80, qui souffre de ses propres problèmes. Introduit en 1976, c'était le premier char produit en série au monde à être propulsé par un moteur à turbine à gaz, le même principe de base qu'un hélicoptère ou un avion à réaction, ce qui le rendait extrêmement rapide et silencieux pour sa taille, capable d'atteindre 65 km/h en terrain découvert. Les soviétiques, puis les Russes, ont construit environ 5400 à 5500 de ces chars, la production s'étendant jusqu'en 2001. En Ukraine, le T-80 a été usé sans relâche. En décembre 2024, les sources ouvertes ont confirmé qu'au moins 1000 T-80 avaient été détruits, endommagés, abandonnés ou capturés. Certains analystes estiment que la Russie a épuisé toute sa flotte de T-80 déployables, mais cette affirmation reste une estimation, non un fait établi. Des commentateurs russes ont suggéré que Moscou avait engagé environ 90% de ces T-80 disponibles, renvoyant les survivants à l'usine d'Omsk en Sibérie, pour qu'ils soient reconstruits, selon le dernier standard T-80 BVM. On dit que les équipages de chars russes ont donné au T-80 un surnom sinistre, le cercueil d'acier, après avoir vu trop de ces chars perdre leur tourelle lors d'un seul incident violent. En haut de la gamme se trouve le T-90, et plus précisément sa version la plus moderne, le T-90M Pradif, que la machine de propagande du président russe Vladimir Poutine aime présenter comme l'un des meilleurs chars du monde. Le T-90 lui-même est dérivé du T-72, mais il a été amélioré avec un meilleur canon et un système de contrôle de tir, un blindage réactif Relikt, le viseur du tireur Sosna U et une lunette panoramique pour le commandant. Cela le rapproche des standards occidentaux. C'est le meilleur char avec lequel la Russie combat réellement, et pourtant, il est détruit en nombre, ce qui révèle tout le problème.
Les chiffres d'Oryx pour juin 2026 indiquent plus de 220 variantes de T-90 perdues, dont 155 sont des T-90 Mei. Mais il y a une autre information cruciale qui pourrait être choquante. On pense que la Russie a commencé la guerre avec moins de 70 T-90 Mei. En 52 mois, elle en a perdu plus du double. Donc, ces chiffres précédents, suggérant que l'usine peut en produire 250 par an, sont peut-être le résultat de la machine de propagande. Et puis, quand même le stock de T-72 a commencé à s'épuiser, la Russie était complètement désespérée. Ils sont allés au-delà des années 1970, au-delà des années 1960, et ont ressorti le T-62, un char qui est entré en service en 1961, et le T-55, un modèle dont l'héritage remonte au programme de chars soviétiques de l'immédiat après-guerre. Ce sont des antiquités à blindage mince, canons moins performants, et dispositifs de stockage des munitions potentiellement plus dangereux que ceux des chars récents. Voire des T-55. Avancer vers le front dans les années 2020 était pour de nombreux analystes le signe le plus évident que la Russie raclait les fonds de tiroir, sacrifiant tous les avantages de la qualité pour la simple assurance du nombre. Un char de 1946 peut encore vous tuer, mais il ne vous fera pas gagner une guerre moderne, et la Russie le sait. Maintenant, si vous voulez des analyses plus détaillées comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous publions des vidéos sur tout ce qui se passe d'important dans le monde. Tout cela nous amène donc au cœur de toute cette histoire, le char qui était censé tout changer et qui s'est finalement révélé être un échec, le T-14 Armata. En 2015, la Russie a présenté l'Armata sur la place rouge comme une révolution lors de son premier défilé. Un véritable char de nouvelle génération avec une tourelle sans équipage, une capsule d'équipage protégée, un système de protection active conçu pour intercepter les missiles ennemis en plein vol. Une conception faite pour vaincre les chars occidentaux contemporains. Mais lors de la plus grande guerre de chars du XXIe siècle où la Russie a été assez désespérée pour déployer des machines datant de 1946, l'Armata a été presque totalement absente. Il a fait une brève apparition prudente en 2023, apparemment utilisée uniquement à l'arrière pour des tirs indirects, puis a été retiré dans le mois. L'explication officielle avançait que l'Armata était trop chère et qu'il valait mieux acheter plus de véhicules moins onéreux. Les coûts unitaires rapportés se situent entre 5 et 9 millions de dollars, soit bien plus qu'un T-72, un T-80 ou un T-90. Comme c'est une nouvelle plateforme, il était impossible d'utiliser les chaînes de production existantes. On pourrait facilement ridiculiser l'Armata comme simple accessoire de parade, mais un contre-argument plus intéressant mérite attention. À certains égards, le T-14 n'est pas vraiment un échec de conception, mais plutôt une victime du mauvais moment. Un char superbe livré dans une guerre qui ne récompense plus les chars superbes. À une époque où un drone à 1000 $ peut neutraliser un véhicule valant plusieurs millions, investir ces millions dans un seul char est fondamentalement suicidaire. Ce qui nous amène au cœur du problème. Nous avons établi que la Russie a reconstitué une flotte massive de chars, principalement de l'époque soviétique. Alors, pourquoi exactement tous ces chars ont-ils échoué de façon aussi catastrophique au départ ? La réponse se décompose en 3 couches distinctes. La première couche touche une faiblesse de conception du T-72, visible à plusieurs reprises dans les vidéos, même sans savoir ce qu'on regarde. Un char russe est frappé, un éclair survient, puis la tourelle est projetée à une dizaine de mètres de haut. Les soldats et analystes nomment cela l'effet « diable à ressort » ou « lancer de tourelle ». C'est une spécificité de l'ingénierie initiale du char. Les chars russes, T-72, T-80 et T-90, utilisent un chargeur automatique, permettant un équipage de 3 hommes et un profil plus bas, donc plus difficile à atteindre. Pour alimenter ce chargeur automatique, le char stocke ses munitions, environ 20 obus prêts à l'emploi, dans un carrousel situé à la base de la tourelle, au centre du véhicule, qui entoure le compartiment de l'équipage. Si un tir pénètre ce carrousel, une seule charge propulsive peut provoquer une réaction en chaîne et faire exploser tout le stock de munitions. La pression n'a nulle part où aller sauf vers le haut, ce qui fait littéralement sauter la tourelle. La comparaison avec les chars occidentaux souligne vraiment ce compromis. Un char, comme le M1 Abrams américain, stocke ses munitions dans un compartiment séparé à l'arrière de la tourelle, isolé de l'équipage par une porte blindée et équipé de panneaux de décompression. Si ces munitions sont touchées, les panneaux évacuent l'explosion vers le haut et l'extérieur, loin de l'équipage. L'équipage a survécu à des incendies de munitions qui auraient détruit un équipage russe. Les concepteurs soviétiques n'étaient pas stupides. Ils ont fait un choix délibéré, acceptant un mode de défaillance catastrophique en échange d'un char plus petit, plus léger,
moins cher, plus facile à produire en masse, plus facile à transporter par rail, et plus difficile à repérer sur le champ de bataille. Pour le type de guerre que les planificateurs soviétiques imaginaient. Un affrontement continental rapide, où la survie individuelle des chars comptait moins que le nombre écrasant. C'était sans doute un compromis rationnel. Le problème, c'est que ce n'est pas cette guerre. Avec des dizaines de drones survolant le char sur l'une des lignes de front les plus surveillées, cette vulnérabilité est vite passée d'un point touché à l'occasion à une cible délibérée. Maintenant, la deuxième couche d'échecs n'a rien à voir avec les chars et tout à voir avec la façon dont la Russie les a utilisés. L'exemple le plus clair ici est l'offensive initiale sur Kiev. La Russie a lancé de longues colonnes blindées sur des routes prévisibles vers la capitale, mais elles manquaient souvent de carburant et surtout d'infanterie. Un char, malgré son blindage et sa puissance de feu, reste presque aveugle et sourd à courte portée. Il a une visibilité très mauvaise, surtout sur les côtés et à l'arrière, et reste désespérément vulnérable dans les forêts, villes et villages à quiconque l'approche. Le rôle de l'infanterie d'accompagnement est de repérer et de débusquer les embuscades avant qu'elles ne se déclenchent. Le Modern War Institute a fait la comparaison avec la guerre du Kippour de 1973. De même, les équipes d'infanterie égyptiennes et syriennes, armées de missiles Sager, ont dévasté les chars israéliens sans soutien. En 1973, de petites équipes cachées d'infanterie légère ukrainienne, armées de missiles antichars modernes et de drones, ont décimé les colonnes russes. Elles n'avaient aucune raison d'agir ainsi. Les colonnes ont dû prendre les routes, car le terrain alentour était trop boueux et difficile. Et cela a été illustré de façon spectaculaire par les images du tristement célèbre convoi de 56 km au nord de Kiev. Ils se sont retrouvés coincés dans des embouteillages. Et ensuite, parce que la Russie ne s'était pas réellement préparée à une guerre prolongée, ils sont tombés à court de carburant. C'était une leçon d'arrogance, illustrée par l'image d'un convoi de 56 km de chars encerclés. La troisième couche concerne les armes. Si vous avez suivi le début de la guerre, les chars ont été stoppés par le Javelin américain et le Henlow britannique, des missiles portatifs devenus des symboles viraux de la résistance ukrainienne. L'Ukraine a également déployé son propre Stugnapé guidé par laser, mais d'ici 2025, certaines évaluations ukrainiennes et indépendantes attribuaient aux drones environ 65% des pertes de chars russes. Et c'est sur ce mot, drone, que repose toute l'histoire. Selon le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, l'industrie de la défense du pays a atteint la capacité de produire plus de 8 millions de drones FPV par an d'ici 2025, à travers plus de 160 entreprises, allant de grandes usines à des startups installées dans des garages. Même avec une source ukrainienne et un chiffre de production incertain, la ligne de front reste saturée en permanence par des bombes volantes bon marché traquant tout mouvement. Et l'implication pour les chars est brutale. Un char ne doit plus seulement s'inquiéter de l'équipe d'embuscade sur laquelle il pourrait tomber. Il doit se préoccuper du ciel, constamment, à chaque mètre de chaque avancée sur l'ensemble des 1100 km de la ligne de front. La Russie et l'Ukraine ont tenté de contrer les drones, ce qui a mené à des systèmes parfois franchement hilarants. La première contre-mesure a été la guerre électronique, des brouilleurs qui coupent le lien radio entre le drone FPV et son pilote, le faisant tomber au sol sans danger. Pendant un certain temps, cela a fonctionné jusqu'à ce que les fabricants de drones commencent à utiliser la fibre optique. Au lieu d'un signal radio, ces drones traînaient derrière eux un câble incroyablement fin, qui se déroulait pendant le vol, reliant physiquement le drone à son pilote. La Russie aurait déployé ces drones pour la première fois au printemps 2024, et l'Ukraine a rapidement fait de même. Les câbles jonchaient vite le champ de bataille, s'emmêlant dans la végétation, les infrastructures et les nids d'oiseaux. Mais malgré cela, l'industrie de la fibre optique a explosé. Et il paraît que la Chine a augmenté les prix entre 250 et 400% en 2026. Après l'échec des défenses électroniques, la Russie a opté pour un blindage physique. Tout a débuté en 2022 avec ce que les soldats appelaient ironiquement des cope cages, de simples structures en métal soudées sur la tourelle pour intercepter les grenades des drones. Début avril 2024, des chars tortues sont apparus sur le champ de bataille de la guerre russo-ukrainienne, des véhicules entiers enfermés dans des coques en tôle soudée, de sorte que le char disparaissait à l'intérieur d'une boîte métallique grossière, avec seulement le canon qui dépassait. En 2024, les Russes ont ajouté des centaines de grosses pointes métalliques à ces coques, pariant que les chars hérissons ainsi obtenus accrocheraient et feraient exploser les drones avant qu'ils n'atteignent la coque. Et d'ici 2025, les pointes s'étaient transformées en milliers de fins poils métalliques, fabriqués à partir de câbles en aluminium déroulés et drapés sur le véhicule comme un manteau hirsute.
Certains observateurs les ont décrits comme des hérissons, et ils faisaient partie des véhicules les plus lourdement protégés vus pendant la guerre, capables d'encaisser une douzaine de drones FPV avant d'être finalement mis hors de combat. Mais ils finissaient tout de même par être détruits. Alors, quel est le plan ? Que compte réellement faire la Russie avec cet énorme stock de blindés qu'elle ne peut pas déployer ? Pour être honnête, personne en dehors du Kremlin ne le sait avec certitude. L'explication la plus probable est que la Russie joue sur le long terme. L'idée est que les commandants russes parient sur l'apparition d'une nouvelle technologie anti-drone, une avancée dans le brouillage, les intercepteurs, l'énergie dirigée, quelque chose qui rouvrira le champ de bataille à une guerre mécanisée rapide et mobile. Et en attendant, ils préservent et reconstruisent leurs forces blindées, la maintenant intacte et prête pour ce moment futur où les chars pourront à nouveau dominer. La possibilité la plus sombre et la plus immédiate est plus simple. Cela suggère que, sous pression, les commandants russes pourraient devenir assez désespérés pour renvoyer les chars au combat, malgré les conséquences. Et dans ce scénario, la vaste flotte reconstruite n'est simplement qu'une réserve d'acier sacrifiable envoyée sur le champ de bataille pour gagner du terrain à un prix terrible. Rappelez-vous qu'après 2022, les avancées de la Russie se sont arrêtées au point qu'entre 2023 et 2025, elle n'a occupé qu'environ 1,23% du territoire ukrainien. Et il y a un dernier rebondissement. La flotte reconstruite, malgré sa taille impressionnante, n'est fondamentalement qu'un renfort ponctuel. La Russie a puisé dans l'immense réserve soviétique, et cette réserve est désormais presque vide. Une analyse satellite de juin 2026 réalisée par l'analyste en source ouverte, John Pei, a révélé que, bien que la Russie ait commencé avec un stock d'avant-guerre de 7342 chars, il n'en reste plus que 2088 en stockage, et parmi ceux-ci, seulement 851 peuvent être remis en état. Les 1237 chars restants sont en réalité des stocks morts. La Russie a donc épuisé environ 72% de toute sa réserve de chars de la guerre froide. À ce stade, si les pertes continuent à environ 90 chars par mois, il faudra encore environ 9 mois avant que le stock ne soit complètement épuisé. Quand cela arrivera, il n'y aura plus de vagues de blindés soviétiques à utiliser. La Russie ne dépendra alors que de sa propre production. La Russie ne manque pas seulement de chars, car sa domination de l'artillerie sur le champ de bataille s'érode lentement. Regardez cette vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour des actualités quotidiennes.